Bonjour à toutes et à tous. Retour sur le plateau télé du salon Business Industrie Lille. Nous sommes au Grand Palais de Lille jusqu'à demain, jeudi 30 mai. C'est la première édition de ce salon consacré aux industries des Hauts-de-France. Et sur ce plateau télé, j'ai le plaisir de recevoir tout au long du salon des acteurs, des opérateurs, des experts pour évoquer tous les sujets relatifs à l'industrie, aux grands projets industriels, aux grands projets tout court. La preuve avec le sujet dont nous allons parler ensemble. Nicolas Dupont, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du développement économique et de la démarche Grand Chantier à la Société du Canal Seine-Nord Europe. Évidemment, chantier absolument majeur sur le territoire que vous allez nous présenter et puis vous allez nous expliquer également de quelle manière il bénéficie à l'économie régionale et aux entreprises du territoire. Un mot d'abord sur cette société du canal Seine-Nord Europe. C'est la société qui le construit ? Oui, tout à fait. On est un établissement public régionalisé, c'est-à-dire que ce sont les collectivités locales qui sont majoritaires au sein du conseil de surveillance. Un conseil de surveillance qui est présidé par Xavier Bertrand, également président du conseil régional des Hauts-de-France. Et c'est cet établissement qui établit les études, lance les procédures de marché public pour choisir les entreprises qui procéderont à la réalisation de l'infrastructure. Bon, c'est l'interlocuteur clé donc des entreprises du territoire qui voudraient s'engager dans ce projet de très grande envergure, chantier qu'on va présenter maintenant, si vous le voulez bien. D'abord, ce canal, c'est quoi ? On va peut-être le rappeler, un peu de pédagogie ne nuit pas. Alors, c'est d'abord le chaînon manquant d'un grand réseau européen entre la vallée de la Seine, qui part effectivement du grand port du Havre, qui dessert toute la région parisienne, et tous les réseaux du nord de la France, le réseau notamment de la Sensée, de l'Escaut. Et tout ça est regroupé dans un réseau européen qui fera un peu plus de 1100 km de voies navigables à grand gabarit et qui s'appelle le réseau Seine-Escaut. Donc, nous, on réalise le tronçon entre Compiègne et Aubin-Chalaubac, en gros Cambrai, et donc qui va relier la vallée de la Seine via la Sensée au réseau de l'Escaut. C'est un projet absolument considérable. On a quelques chiffres. Alors sur sa longueur, 107 km de long, le coût 107 km de long, 54 mètres de large, à minima sur la navigation, hormis sur les 3 ponts canaux où on réduit la navigation à 34 mètres. Donc ça permet de faire naviguer des bateaux de quel gabarit qui arrivent des zones portuaires, des ports maritimes ? On est au gabarit 5B, c'est-à-dire qu'on peut emmener sur le futur canal des embarcations de 4400 tonnes, c'est-à-dire l'équivalent de 220 camions sur une seule embarcation de 180 mètres. Donc avec la possibilité aussi, puisque les rétablissements des ponts vont permettre de faire passer des embarcations avec 3 rangs de containers. Donc on est vraiment sur une massification complète du transport fluvial. Et vous avez sur l'écran effectivement ce réseau Seine-Escaut qui permet de desservir l'ensemble, le nord de la France et l'ensemble de l'Europe du Nord, et donc l'accès à tout le réseau à grand gabarit. C'est un investissement d'un peu plus de 10 milliards d'euros sur l'ensemble de ce réseau. Ouais. Le chantier, on est où et comment est-il phasé et programmé ? Alors, c'est un chantier qui a débuté, ça n'est plus un projet. On a souvent l'habitude, dans les grands projets dans notre pays, d'avoir des choses qui durent un petit peu en longueur, mais aujourd'hui, c'est plus un projet, c'est un chantier qui a démarré par des travaux préparatoires en 2021 dans le secteur de l'Oise. Le premier gros chantier, qui s'appelle le ressainement de l'Oise, qui va constituer l'amorce du canal Seine-Nord Europe. C'est-à-dire qu'on va bouger l'Oise naturelle sur 4 km de long de quelques dizaines de mètres, la recréer, venir nous implanter en lieu et place, a démarré en septembre 2022. On a attribué en fin d'année dernière, en décembre, le marché de la première écluse, le lot 1 de cette première écluse à Montmac, Cambronne-les-Ribécourt. On a lancé la consultation d'appel public à la concurrence sur une des écluses les plus hautes du tracé, 25 mètres de hauteur de chute à Oisille-Verger, il y a quelques jours. Voilà, les choses sont démarrées et vont s'amplifier à partir de la fin 2024 et du début 2025. Avec un objectif ? L'objectif de livraison, qui est d'ailleurs compris dans ce qu'on appelle la décision d'exécution européenne. On est un des seuls projets en Europe, il n'y en a que 3 qui bénéficient d'un document de ce type, qui garantit à la fois la participation financière de l'Union européenne, mais également une date de mise en service. On a une date de mise en service qui est fixée à fin 2030.
fin 2030, c'est en 2 phases, je crois, la construction. On a de une ce première bras. phase sur les 18 premiers kilomètres. Effectivement, c'est là que ça a démarré. Et ensuite, les 89 kilomètres restants, la phase 2, à partir de fin 2024, début 2025. Alors, on aime bien faire un petit peu d'histoire quand même, se rappeler les choses. On n'a pas construit de canal en France depuis quand? Depuis plusieurs dizaines d'années, Ouais. la livraison On daterait presque ça du 19e. Oui, la livraison du canal du Nord a été, si ma mémoire est bonne, projet pensé avant la Première Guerre mondiale, démarré et interrompu par la Seconde Guerre mondiale, livré en 1950, donc Oui. avec une conception qui relevait du 19e siècle plutôt que du 20e. Mais de ce gabarit-là, jamais. Qu'est-ce qui le rend véritablement exceptionnel à vos yeux, ce canal? Bon, c'est d'abord les possibilités qu'il va offrir en termes de développement économique et puis c'est ses caractéristiques propres. C'est-à-dire que là où vous aviez 19 écluses pour faire le même trajet sur le canal du Nord, vous allez en avoir 6 sur le canal Seine-Europe. Ça veut dire qu'on va avoir des écluses de gabarits totalement différents. Les 2 plus grandes au nord du tracé, à Oisille-Verger et à Marquion, sont des écluses qui vont avoir 25 mètres de hauteur de chute. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes au pied et que vous regardez les piles qui soutiennent les portes d'écluse, c'est un immeuble de 8 à 10 étages. Donc il y a un enjeu technologique, il y a un enjeu d'intégration paysagère, et puis il y a un enjeu évidemment de créer autour de cette infrastructure un écosystème qui permet le développement économique pour de la logistique. Le président Urbain en a parlé ce matin, mais également pour de l'industrie. Et on le voit, ce projet il a d'autant plus d'intérêt qu'avec la multiplication des annonces et des réalisations qui sont en train de sortir de terre sur la région de Hauts-de-France, que ce soit dans le domaine des batteries, que ce soit dans le domaine des engrais verts, tel que ça a été annoncé dans le programme Chose France la semaine dernière à Languesin, on a véritablement des besoins de transport massifié auxquels va pouvoir répondre notre infrastructure. Et des transports massifiés qui, de préférence, ne sera pas par la route. C'est évidemment tout l'enjeu. Ça va être l'enjeu. Et c'est pas si simple. On connaît l'histoire de la multi et de l'intermodalité depuis des années. On a d'ailleurs 2 ports intérieurs sur les 4 que va comporter le tracé qui sont reliés fer, donc pour opérer cette intermodalité. Après, il faut aussi être conscient que ça ne va pas supprimer le transport routier, même si on va enlever 1 million de camions sur la 1 quand on se fera 5 ans après la livraison de l'équipement. C'est bien déjà. Et on va transformer aussi ce transport, parce que quand on va être sur la logique du dernier kilomètre, etc., on n'a plus besoin des mêmes engins de transport, on n'a plus les mêmes contraintes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque chose qui ne répond pas aux besoins pour faire du Paris-Lille 2 fois par jour, qui est du camion électrique, demain, il peut trouver une utilisation avec le rabattage sur les plateformes ou sur les ports intérieurs du canal. Donc c'est une évolution en fait de la chaîne logistique qui va se passer. En aucun cas, ça ne fera disparaître le transport routier, ça va le faire évoluer, et ça le fera évoluer évidemment dans le sens du développement durable, puisque c'est aussi l'un des atouts et des enjeux de cette infrastructure, c'est que c'est une des façons pour la France de respecter ses engagements européens en matière de décarbonation et transport. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur un transport qui est 5 fois moins polluant que la route et le fer à la tonne transportée. Demain, avec l'évolution des technologies, y compris sur les embarcations, on sera encore beaucoup plus efficace que ça. Donc ça permet vraiment de contribuer à cette transition énergétique et de donner aux acteurs économiques des possibilités de transport au coût maîtrisé et avec un niveau de sécurité et de régularité remarquable. Est-ce que ces opérateurs sont sensibilisés et d'ores et déjà convaincus? Est-ce que déjà on a une idée du volume qui sera transporté Non, c'est difficile de savoir. On a aujourd'hui en France 2% du fret total qui est transporté par voie fluviale. par l'eau. Donc on en a sous le pied encore. Nos voisins belges et allemands sont à 13 et 18%. Nos voisins néerlandais, alors pour des raisons évidemment géographiques un peu différentes, sont à 45%. Donc vous voyez qu'il y a une marge de progression effectivement très importante. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui une mobilisation de l'ensemble des acteurs économiques, des acteurs institutionnels, des partenaires de l'État, de l'Union européenne, qui va dans ce sens pour préparer cette transition-là. On évoquait ce matin Norlink. Norlink est évidemment un des acteurs importants aussi de cette transition et de cette sensibilisation aux entreprises qui pourront bénéficier du canal. Et on a des premiers résultats concrets. Je vous parlais tout à l'heure du projet d'implantation d'engrais verts, mais il y a quelques jours, vous avez vu la première pierre d'une usine de transformation
de frites à Péronne, ben, c'est évidemment une des premières conséquences de l'arrivée future du canal Seine-Nord-Europe, parce que ça va redonner un avantage de compétitivité à ces entreprises. Précédemment, les pommes de terre de Hauts-de-France partaient en Belgique par la route, être transformées et revenaient sous forme de produits finis avec la valeur ajoutée créée en Belgique. Vous voyez, tout ça, ça contribue aussi à relocaliser un certain nombre de valeurs dans notre région. Ça peut créer une sorte d'appel d'air, un peu comme quand on crée un métro ou un tramway dans une ville, on attire un public nouveau vers ce type de transport, c'est un peu le même principe. Oui, Finalement, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de créer cet écosystème, et c'est pour ça que ça n'est pas simplement un tracé géographique. Un tracé fluvial ou une autoroute fluviale, c'est évidemment les 4 ports intérieurs, c'est les quais à dimension économique, et c'est une dizaine de quais sur tout le long du tracé, sur 107 km, qui vont être réalisés. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer une espèce de capillarité entre les territoires à proximité immédiate du canal, mais également ceux qui en sont un petit peu éloignés, c'est-à-dire à une trentaine de kilomètres. On trouve un intérêt économique à pouvoir se raccorder sur le fluvial. Pour convaincre les opérateurs, les entreprises d'utiliser la voie fluviale demain, au-delà du fait qu'elle sera fort bien conçue et conçue pour eux, il faudra répondre à quelques questions, celle du coût, celle de la vitesse d'acheminement. C'est des éléments sur lesquels vous avez déjà préparé l'argumentaire. On travaille surtout avec les opérateurs dont c'est le métier, avec Entreprises Fluviales de France, pour représenter les professionnels, avec le Voie Navigable de France qui gérera l'infrastructure, puisque nous la construisons et nous remettons les clés à Voie Navigable de France. C'est évidemment avec les chargeurs de fret, SNCF Réseau, etc., que nous travaillons. Donc évidemment, ce sujet-là, il est déjà au cœur des réflexions pour permettre l'optimisation des retombées économiques et sociales du projet sur le territoire de la région de Hauts-de-France. C'est évidemment une dimension qui est particulièrement importante. Alors après, pour convaincre les industriels, vous voyez dire, ils voient tous les jours l'évolution de leur coût d'énergie et de transport. Oui. Rien que ça va les convaincre. Ça, c'est déjà un bon argument. Et en termes de régularité, le gros avantage du fluvial, c'est qu'un bateau, quand ça part, ça arrive. Il n'y a pas d'accident. Il y a une durée qui est sans doute plus longue, mais qui est garantie. On a un système avec ces écluses de nouvelle génération qui permet un passage en moins de 45 minutes. L'écluse, vous voyez, de cette dimension-là. Donc il y a vraiment une régularité et, j'allais dire, une tranquillité d'esprit sur les marchandises transportées. Et surtout, ça permet d'offrir 4400 tonnes de très gros volumes. Ouais. Vous évoquiez les quais qui seront placés tout au long. On pourrait déborder un tout petit peu du canal et évoquer les zones d'activité économique, c'est-à-dire la manière dont l'infrastructure va contribuer au développement des territoires qu'elle traverse. Oui, alors là, ce sont ce qu'on appelle les ports intérieurs, les 4 ports intérieurs, donc à Noyon, à Nesle, à Péronne et à Marquion-Cambrai, qui seront opérés par un syndicat mixte qui vient d'être créé en février dernier, qui regroupe la région et les communautés de communes et d'agglomération des lieux d'implantation, et qui va donc définir l'aménagement de ces zones d'activité économique, la plus petite étant d'une trentaine d'hectares, la plus importante d'un peu plus de 120 hectares. Donc c'est aussi des possibilités d'implantation logistique, mais j'insiste aussi sur pas que logistique, aussi industrielle. Parce que même si aujourd'hui le fluvial a un intérêt immédiat pour le vrac et pour les matières agricoles, il peut l'avoir aussi via la containerisation et notamment en lien avec le grand port maritime de Dunkerque, dont on connaît l'essor et ce qui a été abordé déjà ce matin. Et justement, on a une petite idée de la nature des matériaux qui seront transportés ou des marchandises qui seront transportées sur le canal. À l'origine, on sera essentiellement sur des marchandises agricoles et sur du vrac qui peuvent être des pondéreux, des choses comme ça. Donc, mais très vite, l'offre va permettre effectivement de développer les usages et de faire que certains acteurs, et pourquoi pas d'ailleurs dans la filière automobile, avec les batteries, puissent s'intéresser à ce mode de transport décarboné. Si vous le voulez bien, Nicolas Dupont, je rappelle que vous êtes directeur développement économique et démarche grand chantier à la Société du Canal Seine-Nord-Europe, que nous sommes en direct du salon Business Industrie Lille au Grand Palais de Lille pour parler ensemble de ce grand projet et plus précisément maintenant de ce grand chantier, si vous voulez bien nous en dire quelques mots. En termes déjà de chiffres, combien d'entreprises, combien d'emplois ça va représenter la construction de ce nouveau canal? Le volume d'affaires, d'abord, on va lancer à peu près 3,5 milliards d'euros de marché public pour la construction de l'infrastructure. Ça, c'est uniquement le canal. Ça ne prend pas en compte la réalisation des ports intérieurs.
ça ne prend pas en compte non plus les emplois, les 6 000 emplois dont il faut avoir, dont on a besoin pour construire, auxquels il faut ajouter les emplois indirects. Donc si on applique la règle classique, c'est 10 à 12 000 emplois indirects pour accueillir 6 000 compagnons sur un chantier. Donc vous voyez, les enjeux sont très importants sur une période de temps qui est très courte. Le nombre d'entreprises, il est déterminé par le nombre de consultations et par la forme des groupements qui y répondront. Nous, on a fait un travail en lien avec CCI Business, dont vous parlerez tout à l'heure, avec les équipes consulaires sur justement l'allotissement pour faire que ce chantier soit accessible aux entreprises de taille moyenne et aux petites entreprises. On intègre dans nos marchés publics, dans le cadre de notre politique achat, des clauses PME. Je prenais l'exemple du premier lot de l'écluse de Montmax, c'est 100 millions d'euros. Il y a 20% de ces 100 millions qui doivent être effectués en co-traitance, en sous-traitance ou en fourniture par des entreprises de taille PME. Donc on essaye vraiment d'avoir ce travail fin pour que tous les acteurs puissent effectivement recueillir les fruits du projet sur le territoire. Après, ce sont des marchés publics. Les meilleurs sont les meilleurs au titre de la commande publique, mais en tout cas, tout est accessible et les premiers résultats montrent que beaucoup d'entreprises régionales sont, notamment sur le premier lot, je pense à Bouygues Travaux Publics Hauts-de-France, je pense à Ramery, je pense à Claes Environnement, je pense à John Cockerill, qui sont des entreprises régionales qui sont attributaires de ce premier marché de l'écluse. Donc les PME se sont mobilisées, elles ont entendu et elles ont participé, elles ont répondu aux appels d'offres. Et ça, c'est le travail qui est mené dans le cadre d'un des dispositifs de la démarche Grand Chantier. Je parlais de CCI Business. Ouais. C'est Canal Entreprise, donc avec un copilotage CCI de région et région des Hauts-de-France. On essaye vraiment de sensibiliser, de montrer au maximum que ces chantiers-là sont accessibles, y compris à des petites entreprises. Et je prends toujours en exemple une des entreprises qui, je crois, est du département de l'Aisne, qui s'occupe de la traçabilité des matériaux, qui s'appelle DPK Pesage, qui est une toute petite entreprise et qui aujourd'hui travaille sur les marchés de la Société du Grand Paris. Donc vous voyez, même quand on est une dizaine de salariés et qu'on a une compétence, on peut, y compris sur les marchés publics de cette taille-là, pouvoir candidater. Cette entreprise-là en est un parfait exemple. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Exactement. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Oui, absolument. Même si, vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est un chantier d'une envergure toute particulière, avec peut-être aussi des contraintes techniques ou technologiques qui le rendent voilà, un petit peu on est un chantier de travaux publics. On est dans un secteur où il y a déjà une tension en matière de recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises des travaux publics des Hauts-de-France, elles cherchent à peu près 3000 personnes. Nous, on va venir en rajouter 800 à 1000 par an à partir de l'an prochain. Donc évidemment, c'est difficile, mais c'est aussi notre rôle en tant que grand projet financé par de l'argent public de pouvoir contribuer à l'attractivité des métiers des travaux publics, à leur féminisation. C'est un sujet particulièrement important, puisqu'aujourd'hui, sur les chantiers, c'est moins de 1% de femmes qui sont sur les chantiers de travaux publics, alors que tous les métiers sont accessibles. On travaille pour ça avec le seul établissement de France qui forme au métier des travaux publics, établissement public, c'est le lycée des TP de Brouet-la-Bussière, dont on parraine la promotion cette année. Donc vous voyez, on essaye vraiment avec tous les autres dispositifs de la démarche Grand Chantier, en matière d'emploi, en matière de formation, en matière d'insertion par activité économique, en matière d'accueil, de se donner les moyens de maximiser les retombées économiques sur le territoire dans le respect du Code de la commande publique. Vous êtes rassurant aujourd'hui, le chantier se fera, on ne manquera pas de bras, on ne manquera pas de compétences. Non, le chantier se fera de toute façon. L'enjeu, c'est de savoir effectivement comment on fait pour que le maximum de demandeurs d'emploi dans notre territoire, qui sont pour beaucoup encore et qui peuvent relever de l'insertion par activité économique, puissent retrouver le chemin de l'emploi grâce au projet. C'est pour ça qu'on met dans tous nos marchés, en lien avec les conseils départementaux qui sont aussi nos financeurs, des clauses d'insertion par activité économique. Et c'est un dispositif qui fonctionne aujourd'hui très bien, qui permet à la fois aux entreprises de bien recruter et à des gens de retrouver le chemin de l'emploi. Et à former des compagnons, les compagnons de demain, parce que quand le chantier sera fini, quand ce chantier sera fini, ils iront travailler sur d'autres opérations, évidemment. Et le planning des travaux publics, comme ça a été évoqué pour Dunkerque, pour Douai ou pour ailleurs, il est chargé dans les années à venir dans les Hauts-de-France. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus à l'issue du chantier. Il y aura du boulot. CCI Business, vous l'avez évoqué il y a un instant, c'est pratique, j'allais dire, pour la société que vous représentez ici, d'avoir j'allais dire la CCI qui vous a un peu
organiser finalement le consortium sur le terrain. Mais c'est un atout fabuleux pour le projet. Alors la mobilisation des équipes, la CCI, c'est pas simplement la plateforme en elle-même, Ouais. mais cet outil-là, il est vraiment parfaitement calibré pour faire qu'on puisse à la fois transmettre la bonne information, l'information la plus large, la plus transparente, différents acteurs économiques, qu'on puisse donner aux plus petits de la visibilité via le référencement et qu'on puisse aussi, nous, quand on réfléchit à l'allotissement de nos marchés, mais regardez si notre allotissement il correspond à la réalité du monde économique. Donc Étienne Lemaire vous en parlera en détail tout à l'heure, mais c'est vraiment pour nous un atout très très fort et qui porte ses fruits puisque cette plateforme elle a un peu moins de 3 ans, on doit être même à un peu plus de 700 entreprises référencées si je me souviens bien ce que j'ai regardé hier. Donc c'est vraiment une belle réussite en termes d'information, de transparence et puis d'accès à la commande publique pour des entreprises qui ne se seraient pas forcément posé la question de dire ce sont de gros marchés, c'est trop compliqué pour moi. C'est pas pour moi. La démarche Grand Canal que vous évoquiez tout à l'heure et dont vous êtes donc responsable au sein de la société du Canal, c'est ça, c'est La faire en démarche Grand sorte Chantier, oui c'est ça. C'est comment on mobilise, comment on anticipe les besoins, comment on prépare les acteurs, alors dans le domaine économique, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de l'insertion, pour être au rendez-vous des opportunités du chantier. Et donc c'est un travail qui a commencé depuis de nombreuses années, qui évidemment s'accélère. Et donc il y a cette dimension autour de 5 dispositifs régionaux, un dispositif dédié à l'emploi, piloté par France Travail, mais qui rassemble l'ensemble des acteurs. Dispositif Canal Entreprise, j'en ai parlé avec la région et la CCI de région. Le dispositif Canal Solidaire avec les conseils départementaux, justement sur l'insertion. Sur les conseils départementaux qui financent, mais également le département de l'Aisne et le département du Val d'Oise, l'accueil avec les services de l'État, et puis la formation avec la région et l'ensemble des acteurs de la formation. Et à chaque dispositif, on met en place des actions pour mobiliser les publics, pour mobiliser les entreprises, pour faire prendre conscience de l'arrivée imminente et du démarrage du chantier, puisque comme c'est un chantier dont on entend parler depuis longtemps, certains acteurs, même les plus motivés, s'étaient un peu démobilisés. Ben non, c'est maintenant, ça arrive. Les grues et les camions arrivent, donc il faut être au rendez-vous. Et donc, c'est ces 5 dispositifs-là qui se déclinent après sur les territoires géographiques, pour faire simple, le Nord-Pas-de-Calais, la Somme et l'Oise, qui permettent de mobiliser tous les acteurs. Ce qui compte, comme l'a dit le président Rodin ce matin, c'est cette notion de réseau. C'est-à-dire que d'avoir, alors, il dit chasser en meute, former en meute, recruter en meute, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'avoir l'ensemble des acteurs qui se mobilisent dans le seul objectif qui est celui qui y ait le maximum de retombées économiques et sociales du chantier sur la région des Hauts-de-France. Le phasage fait que là, des chantiers, des appels d'offres nouveaux arrivent, des nouvelles opérations sont à programmer et appellent des compétences et des entreprises dans les tout prochains temps. Oui, tout à fait, mais il suffit d'ailleurs pour ça de consulter le fil d'actualité de CC Business, puisque dès que une information est parue chez nous, elle est le lendemain au plus tard reprise sur la plateforme. On souhaite vraiment, nous, en faire un guichet unique d'information des acteurs économiques en leur disant, si votre entreprise est petite, vous n'avez pas forcément une passion pour lire tous les matins le journal officiel de l'Union européenne ou le BOMP. En revanche, grâce à l'outil, le vendredi matin, vous recevez votre newsletter en prenant votre café où on vous dit ce qui s'est passé, ce qui va se passer et comment vous pouvez être mis en relation. Donc c'est vraiment un outil particulièrement adapté à la maille qu'on avait choisi de cibler, c'est-à-dire ces petites et moyennes entreprises. Alors à vous entendre, notre entretien touche à sa fin dans quelques instants, Nicolas Dupont. À vous entendre, ce chantier et ce projet changent la donne dans la région d'une certaine manière. Ce chantier d'abord parce qu'il amène des organisations à travailler ensemble. Alors elles le faisaient probablement déjà, mais à avoir véritablement structuré leur coopération, leur collaboration au service d'un grand projet. Et ça, c'est assez inédit, en tout cas à cette envergure. Oui, mais en même temps, ça correspond à ce qui était indiqué ce matin, c'est-à-dire que il faut absolument que l'ensemble des acteurs tirent dans la même direction. Et en l'occurrence, via notre composition de conseil de surveillance, via nos partenaires dans la démarche Grand Chantier, on a la chance d'avoir autour de la table tous ceux qui payent, tous ceux qui décident, que ce soit l'Europe, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités, que ce soit France Travail, le réseau consulaire. Bon, donc c'est vraiment un atout extraordinaire. On a autour de la table effectivement tout le monde.
On est un projet 100% public, financé par de l'argent public. Donc, on a aussi une responsabilité collective à faire que cet argent public il soit le plus efficace possible pour notre région. Et puis, il vient se mettre en place dans un environnement qui n'a pas toujours été celui-là, qui aujourd'hui est beaucoup plus favorable en termes de relocalisation, en termes de réindustrialisation. Donc, on a vraiment aujourd'hui tous les clignotants qui sont ouverts. La seule, j'allais dire, inquiétude et difficulté, c'est que maintenant, il faut trouver le maximum de gens qui s'engagent pour travailler sur ces chantiers. Les entreprises en ont besoin, on en a besoin, tout le monde en a besoin, donc on travaille effectivement de façon collective pour faire qu'on arrive à trouver ces publics et à proposer aux entreprises le nombre suffisant et la bonne qualité de leur futur. Et des gens qui seront d'abord dans la région Hauts-de-France, on l'a bien compris, mais forcément peut-être aussi ailleurs, parce que on est un projet les besoins sont... par l'argent de l'Union européenne, donc la liberté des travailleurs est totale dans l'Union européenne. Et puis ce projet, il va changer la donne aussi pour la région, pour le territoire, on l'a bien compris. En quoi c'est une chance, ce sera le mot de la fin, en quoi c'est une chance pour les Hauts-de-France, pour l'économie et pour l'industrie des Hauts-de-France? On se situe avec un équipement au cœur de la partie la plus développée de l'Europe la plus riche. Donc on est vraiment le centre névralgique, le centre logistique, le centre agricole, le centre industriel de la partie la plus développée de l'Union européenne. On l'est géographiquement depuis longtemps, mais on avait quelques lacunes en matière d'infrastructure. Grâce à ce maillon-là, on va avoir enfin les infrastructures qui vont permettre de faire rayonner la région des Hauts-de-France bien au-delà de ses frontières. Donc je pense que c'est vraiment en ça que le Canal Seine-Nord-Europe, il vient pas seul contribuer à faire que la région occupe désormais une place tout à fait exceptionnelle en Europe. Merci beaucoup Nicolas Dupont, vous êtes un remarquable ambassadeur de ce canal Seine-Nord-Europe, évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur développement économique et démarche grand chantier au sein de cette société. Et puis rendez-vous donc pour naviguer à l'horizon 2030. Et couper le ruban en 2030. Merci beaucoup, bonne journée, bon salon.